Et bonjour à tous, voilà. On est en live. Salut à tous. Alors, je mets le téléphone en route pour les commentaires et après, je fais la petite présentation. Tac. D'accord. Ouais, voilà, donc il y a un petit décalage avec Facebook, là, ils sont au décompte. D'accord. Voilà, donc ça va se connecter, ça y est, ça se connecte. Allez, c'est parti. Vas-y, je te laisse dire bonjour Thierry, comme ça je... Ouais, allez, ok. Alors, bonjour à tous. Bienvenue sur ce 7e live de Hop Aventure. Le 7e déjà, oui, avec Andy, on se disait, déjà 7. Ça avance, ça se rapproche. Donc, bonjour à tout le monde, les aventuriers. Donc aujourd'hui, cela c'est une petite conférence avec Noël Vanier là que vous voyez donc sur l'écran. Il se présentera juste après là après qu'Andy refait un petit retour sur la semaine. Donc, n'hésitez pas comme d'habitude à partager ce live sur vos pages à vos amis et qu'on soit un maximum. La semaine dernière, on était plus de 30. Donc, si on pouvait être un petit peu plus encore aujourd'hui, ça serait super bien. Voilà. Donc, Andy, allez, à toi. C'est à moi. Déjà, bonsoir à tous. Du coup, Thierry a déjà fait la petite présentation pour Noël. On le refera juste après. Moi, je vais en profiter là pour vous faire un petit point sur où on en est dans les préparatifs de l'aventure. Donc, vous avez pu voir là, on a fait un petit statut du coup hier soir. On a réservé les billets d'avion avec Thierry. Donc, ça y est, c'est un peu plus officiel. Donc, on partira le 28 mai exactement pour un retour prévu le 26 juin avec modification possible en fonction de l'aventure en elle-même. On va pouvoir revenir avant si jamais ou après, au contraire, si ça se passe pas comme prévu. Je fais un petit retour aussi sur le défi que j'avais lancé à Thierry la semaine dernière. Comme vous savez, chaque semaine, on se lance des défis chaque lundi. Donc là, j'avais mis la barre un petit peu haute. J'avais demandé à Thierry du coup de dessiner Hop Adventure en tracé GPS en courant. Donc ça a été sympa. Je l'ai fait cogiter un petit peu toute la nuit. Ça m'a fait du bien de le savoir, dans cet état. Mais par contre, j'ai un peu peur pour moi demain. Mais du coup, Thierry, je te laisse faire un petit retour sur le défi. Et puis après, on présentera Noël. Oui, alors donc comme vous l'avez pu le voir sur la page Hop Aventure, hein, Andy, il dit qu'il a mis la barre haute. Je pense qu'il a mis très haute quand même parce que la nuit de lundi à mardi, j'ai pas dormi. Alors je me posais la question pour savoir comment j'allais faire et où j'allais faire surtout parce que nous ici du côté de Canoës, on est près des montagnes, donc pour trouver un endroit pas trop vallonné. Et puis j'avais pensé au drone. Et puis après, je suis revenu plutôt avec un marquage de peinture bio qui laisse pas de traces après, etc. Et des plots aussi. Et puis le GPS aussi avec les tracés. Bon, c'était catastrophe. Au début, je faisais du chinois. Du chinois, je suis passé au japonais. Et puis après, j'ai trouvé un truc tout simple. J'ai pris le long d'un champ, une piste. Et je suis parti de la piste et j'ai essayé de faire au mieux. Donc, je me suis repris à 4 fois quand même. Parce que tout était bancal, le H passait sur le haut. Et puis, vous avez vu, hein, donc le jeudi, c'était fait. Et avec ce petit retour en vidéo avec Relive, là, qui permet de voir une vue aérienne du Hop Aventure. Donc, voilà. Il a été validé par Andy. C'est ça, j'ai validé le défi, il a été bien fait. Donc voilà, maintenant j'attends demain du coup. J'attends demain. Ouais, bon, écoute, demain, n'aie pas peur. Hein, ça sera à un niveau où tu pourras le faire sans problème, je pense. Ça marche. J'ai cogité aussi, là. Toutes les semaines, vous en faites un, c'est ça? C'est ça, ouais, voilà. Ouais, c'est ça, une semaine sur deux, en fait, c'est moi qui lance le défi à Thierry, et une semaine sur deux, c'est lui qui me et la barre un peu plus haute à chaque fois? Écoute, c'était pas prévu, moi, je lançais ça comme ça, et du coup, je pense que, au fur et à mesure, à un moment donné, on va redescendre parce que on va plus avoir d'idée.
Après, ce sont des défis, c'est pas obligatoirement des défis sportifs ou physiques, hein. On fait aussi, comme l'aventure sera humaine, on fait des défis dans un contexte humain, éco-responsable aussi. Donc, on a eu ramassage de bouchons, on a eu donc, ben voilà, le défi un peu technique avec Hop Aventure là pour le tracé. Andy, la semaine d'avant, il a dû aller à la rencontre de personnes dans le besoin et puis leur amener un peu de réconfort. Voilà, donc il y a vraiment pas de défi bien précis. Voilà, faut que ça reste un peu dans le contexte de notre aventure. Ouais. C'est ça. Bon, je vais lancer les grandes manœuvres. Alors du coup, on vous l'a dit hein, déjà au début du live. Aujourd'hui, on a invité du coup Noël. Donc sa tête vous dit peut-être quelque chose parce que c'est avec Noël que j'ai traversé, qui m'a fait traverser une partie du désert de Gobi en septembre 2019, il y a 1 an et demi. Et c'est aussi avec Noël, logiquement, que je devais partir traverser la Bolivie. Il y a quelques mois, hein, du coup, c'était octobre, c'était prévu. Ça, ouais. Malheureusement, voilà, avec la période compliquée Covid, tout a été annulé. Mais voilà, du coup, Noël est notre invité aujourd'hui. Ça me fait super plaisir, en tout cas, de t'avoir ici parce que du coup, tu seras toujours le premier. Je te l'ai toujours dit, hein, et ce sera toujours toi qui m'aura lancé dans ce grand monde des aventuriers et voilà, je te remercie beaucoup. C'est un plaisir. Je te laisse te présenter du coup, Noël. Tu vas mieux le faire que moi. Donc Noël, moi j'ai un passé de financier, j'ai 58 ans et puis j'ai fait pas mal de trail, d'ultra-trail et puis un jour j'ai eu envie de vivre mes propres aventures. C'était un rêve d'enfant, hein, enfin d'ado quoi. Et à 50, passé la cinquantaine, parfois certains parlent de crise et je sais pas si c'était une crise, mais donc j'ai eu envie de vivre mes propres aventures et j'ai commencé par les déserts de sel de Bolivie, de Coipasa et Uyuni. Et voilà, là, ça a été, je pourrais dire une révélation. En tout cas, c'était magique. C'est à 3700 mètres et avec des paysages hors normes. L'idée, mon credo, si je peux parler de credo, c'est une traversée en autonomie pour laisser aussi un impact en marchant, laisser un impact carbone aussi faible que possible. Et puis, avant tout, j'en parlais tout à l'heure, hein, on en parlait ensemble, mais c'est avant tout se faire plaisir, hein, c'est mon propre plaisir d'abord. Mais après, c'est vrai que quand on traverse des zones telles que les déserts de sel, les déserts d'une manière générale, et en tout cas des espaces naturels, on est très sensible à l'environnement et très sensible aux gens qu'on croise, à leur situation, et de là, l'idée de leur venir en aide, c'est ce que vous allez faire, ou en tout cas d'une autre manière, mais en sensibilisant sur l'environnement de votre aventure. Et je crois que c'est ça qui est important. C'est vivre une aventure, se faire plaisir, mais en même temps être utile. Ça découle et voilà. Et vous allez le vivre et ça c'est chouette. Donc la Mongolie, c'était le deuxième pour ce qui me concerne. C'est une aventure que j'ai faite avec mon fils. Hein. C'est quelque chose qui est assez extraordinaire et qu'on réalise que peut-être une fois ou deux dans sa vie. Mais donc voilà, on a fait 900 km tous les deux. On savait pas où on allait quand on est parti, ou pas trop en tout cas, à part un petit repérage sur Google. Et puis voilà, on a traversé. On a eu des contacts avec les nomades extraordinaires et c'est là où j'ai découvert la Mongolie qui pour moi est un désert extraordinaire. Tu l'as vécu. On a sur ce territoire des contacts qu'on n'a pas ailleurs, avec des gens qui sont authentiques, qui n'ont pas changé certainement, à part qu'ils ont le téléphone à portée de main comme partout. Hein. Mais c'est un peu comme dans le Grand Sud marocain. On a l'impression de vivre de croiser des gens qui sont les mêmes qu'il y a plusieurs décennies. Comme je disais, téléphone mis à part, quoi. Voilà, en tout cas, c'est les déserts qui soient blancs, qui soient de sable, peu importe, sont des lieux magiques et puis des lieux vraiment inspirants. Et je pense que on le vit tous quand on est dans ces espaces naturels. Il se passe quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut observer, au-delà des contacts qu'on peut avoir.
c'est d'abord le contact, la relation avec soi-même qui est forte. C'est pas de la psycho, c'est vraiment c'est fort, c'est puissant et c'est très riche quoi. Voilà. C'est pas déstabilisant, je trouve pas. Je trouve ça très riche et on apprend beaucoup sur soi, beaucoup sur les autres, mais d'abord beaucoup sur soi. Je veux pas rester plus longtemps parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur, en tout cas moi, ma passion des déserts. Et j'étais content en tout cas de t'emmener, Andy, en Mongolie. Ça a été une aventure. C'est ça l'idée dans ce que je propose, moi, puisque je le propose, des voyages d'aventure, c'est de permettre à des personnes de se lancer dans l'aventure avec un minimum d'encadrement. Et c'est ce qui s'est passé. Un minimum parce que tu l'as vu, il y avait quand même des moments où voilà, il y a de l'imprévu et c'est ça aussi l'aventure. Il faut qu'il y ait une part d'imprévu, sinon on n'est pas dans l'aventure. Donc voilà. En Islande, vous avez beau préparer, avoir super préparé, etc. Il y aura cette part d'aventure. Je crois que de toute façon, elle est indispensable pour vivre pleinement cette aventure. Voilà. C'est ça, exactement, ouais. Et du coup, on avait parlé aussi ensemble, je me souviens en Mongolie que tu avais traversé la Namibie, Oui, qui est, voilà, tu m'avais dit que c'était complètement différent des autres aventures que tu avais pu faire, parce que là, on est dans un autre type de désert. Tu peux en parler un petit peu? ouais, la Namibie, c'était. Alors, j'ai eu des contacts avec les gens, mais finalement pas tant que ça. Ce qui était extraordinaire, la Namibie, c'était alors au-delà du désert lui-même, qui est ocre, un jaune ocre, puisque c'est un des déserts les plus vieux au monde. Et la couleur ocre viendrait d'une oxydation qui remonte à pas mal de millénaires. Et donc, il a cette couleur magique qu'on peut voir dans des reportages. Et surtout, ce qui était extraordinaire, c'était les animaux, quoi. Il y a une faune sauvage qui est remarquable. Alors, c'est un peu particulier parce que on est le plus souvent en Namibie sur des pistes qui sont plutôt qui sont grillagées, si je puis dire, qui permettent aux gens de passer sur la piste et d'éviter qu'il y ait un contact avec les animaux. C'est pour protéger les gens et protéger les animaux. Les gens, enfin oui et non, parce que les animaux passent quand même. Mais voilà, c'est donc la Namibie a fait en sorte que des privés puissent prendre des territoires, mais en contrepartie, ils font en sorte de respecter ou de protéger l'environnement. En tout cas, c'était voilà une autre dimension. Et puis la dimension aussi, c'était la chaleur, puisque j'ai eu 45 degrés. Et 45 degrés avec ma charrette qui faisait 75 kilos, parce que je tirais à peu près 30 litres d'eau au départ. Il fallait faire attention, quoi. Voilà. C'était une autre. Chaque aventure a ses particularités. Là, la grosse difficulté sur la Namibie en été austral, c'était la chaleur et éviter surtout le coup de chaleur qui peut être fatal, quoi. Et tu m'avais parlé aussi quand tu es arrivé en Namibie que les douaniers, je crois, ils t'avaient parlé un petit peu de ce que tu Ah ouais. faisais. Et ça m'avait marqué avec les brigands. Si tu peux raconter un petit peu. Ouais, parce que ce que je disais, une aventure, pour moi, il faut qu'il y ait une part d'imprévu. Alors, moi, ma préparation, elle est souvent assez light. Je prends une carte, je regarde par où, a priori, je peux passer. J'essaie de pas trop demander d'autorisation parce que je crains de pas les avoir. Voilà. Alors, de crainte de pas les avoir, je les demande pas, c'est plus simple. Donc en Bolivie, il y avait aussi une partie protégée, enfin il y avait un espace barré par les militaires. Bon, j'ai réussi à négocier et à passer, etc. Mais en Namibie, oui, normalement pour traverser sur cette partie du désert de Namibie, il faut une autorisation des autorités. Et je suis arrivé, mais comme dans l'aéroport, j'ai commencé à monter mon chariot, c'était une Pulka avec 4 roues. C'est vrai que j'étais un peu voyant. Faut le dire. Et donc il y a un policier qui est venu me voir, il m'a demandé ce que je faisais. Et du coup, du contact sympathique que je pensais voir au départ, je me suis retrouvé à un véritable interrogatoire qui a duré 3/4 d'heure. Et puis cette personne, ce policier a dû appeler un supérieur pour voir si j'avais le droit.
il m'a posé pas mal de questions pour voir si j'étais préparé, si je savais à quoi je pouvais m'attendre. Et puis finalement, il m'a donné l'autorisation. Et puis en partant, il me dit fais attention parce que sur les pistes, il y a des brigands et ils risquent de te tuer pour te prendre voilà ce que tu as, quoi. Te tuer, te dépouiller ou peu importe, te laisser sur le bas côté. Et j'ai pas rencontré de brigands à part si l'avant-dernier soir, c'est assez incroyable. Hein. Je sais pas si c'était véritablement un brigand. C'était une dernière portion qui faisait 80 km sur du bitume pour rejoindre l'ancienne capitale namibienne. Et puis là, il y a un chauffeur routier qui s'est arrêté et il faisait nuit. Et j'aurais dû m'arrêter depuis un moment, mais là, je m'étais pas arrêté. Et puis, il me demande, j'ai compris qu'il y avait un truc qui était louche. Il me demande si j'ai de l'argent. Et puis, je lui dis que j'en ai pas parce que j'ai vu le truc venir. Et puis, juste avant de partir, il me demande si j'ai pas quand même 20 $ namibiens. Alors, 20 $ namibiens, c'est quelque chose comme 3 €. Et donc, clairement, il voulait que j'ouvre mon porte-monnaie pour voir ce que j'avais dedans, etc., quoi. Bon, j'avais mis en place, je vais pas là aussi trop m'attarder, mais je crois que je t'avais dû te dire, j'avais mis en place 3 porte-monnaies qui étaient cachés, l'un dans mon duvet, l'autre, dans des endroits qui pouvaient paraître improbables. Ceci dit, seul, si tu déchires tout, tu arrives sans doute à trouver. Mais en tout cas, j'avais 3 porte-monnaies dans le cas où vraiment je serais obligé de filer mon porte-monnaie si vraiment on m'agresse, quoi. Et là, voilà, il est parti, il s'est arrêté 100 mètres plus loin. Je me suis dit, il va faire le coup que m'a dit le policier au départ, c'est-à-dire qu'il appelle ses potes et puis au milieu de la nuit, ils vont venir me dépouiller. Et voilà, ce qui est assez amusant, c'est que cette nuit-là, j'ai passé l'une de mes meilleures nuits. Voilà, j'aurais dû être stressé et puis non, j'étais cool, zen, je les attendais et puis il y a eu personne et tout s'est bien passé. C'est la part d'imprévu des aventures. C'est ça, exactement. Et tu connais, toi, un petit peu, Thierry, la Namibie ou pas du tout? Alors, moi, j'y suis allé professionnellement, oui, donc dans un contexte totalement différent. Mais oui, je connais la Namibie, donc ce que vient raconter Noël sur ces petites anecdotes, je les ai aussi côtoyés dans le même sens, voilà, où on te demande si tu n'as toujours pas quelques petits billets qui traînent, etc. Si il faut toujours faire attention, comment tu es, comme il dit, de cacher le plus gros de ton argent ailleurs que dans la poche, ou en voiture, pas sortir le porte-monnaie si tu veux donner une pièce parce que sinon ils te prennent le porte-monnaie. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs qui font que voilà, ça laisse en dehors de tout l'effort qu'il y a pu y avoir pendant cette traversée, etc., que tu as pu avoir, Noël, c'est voilà, tu gardes des souvenirs qui vont te rester mémorables. Et ça, c'est voilà, c'est ce qui fait que les gens comme nous veulent partir faire des aventures et puis justement voilà, pour aller à la rencontre aussi hormis comme tu disais tout à l'heure, de se faire plaisir, mais à la rencontre aussi du pays et de la population. Voilà. C'est ça. Et du coup, on va entamer sur ta dernière, avant-dernière, parce que ta dernière, ça reste quand même ta traversée de la France que tu as commencé. Ouais, c'est ça, ouais. Et, je me souviens du coup quand c'était exactement quand on a commencé à se parler pour la Mongolie. Je me souviens que tu étais parti, c'est à cette période, il me semble que tu avais commencé à traverser la Laponie, oui. La Laponie. Voilà, on en a discuté déjà un petit peu juste avant le live. Du coup, tu peux en parler aussi de ta traversée. Oui, en fait, la Laponie, c'était. Je parlais tout à l'heure de rêve d'enfant ou rêve d'ado. C'est un peu. Je crois que le premier livre dont je me souvienne, c'est un Jack London. C'est L'Appel de la forêt. Et Jack London, c'est le Grand Nord canadien. Et puis, je crois que depuis ce jour-là, à chaque fois que je voyais un livre d'aventure qui traitait du Grand Nord ou dès qu'il y avait une histoire qui se passait dans le Grand Nord, j'avais les oreilles prêtes à écouter et avec l'envie un jour de faire quelque chose. Alors j'ai commencé cette aventure. Je dis commencer parce que l'idée c'était de faire une traversée totale de la Laponie. Donc 1200 km jusqu'à la péninsule de Kola
en Russie, depuis la Norvège. Norvège, Suède, Finlande, Russie. Et donc, 1200 km, mais voilà, j'ai fait 300 km. Alors, bon, c'est déjà pas mal, mais c'est pas le sujet. Donc, j'ai passé 13 jours en Laponie, seul, en autonomie. J'avais toujours mon chariot. Alors cette fois, ma Pulka, elle avait pas de roue, hein, ça glissait sur la neige. Et donc, voilà, j'évoluais par moins 40, alors moins 40, moins 45. Ce qui est surprenant, c'est que j'avais pas spécialement froid. Bon, il faut faire attention parce que par moins 40, moins 45, il faut pas laisser les membres à l'air pas longtemps, quoi. Les pauses, par exemple, déjeuner, c'était 15-20 minutes. J'aime faire une sieste, mais là, il s'agissait pas de faire de sieste. Donc voilà, c'était une aventure différente dans des paysages extraordinaires. J'ai fait quelques rencontres, pas beaucoup parce que en Laponie en février, c'est la période la plus froide. Enfin, c'est ce qu'il me disait. Et, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était très froid. Ils aiment pas trop sortir, quoi. Il fait trop froid, voilà. Donc pas beaucoup de rencontres de personnes, mais à chaque fois des rencontres très riches. Et puis des paysages à couper le souffle. Mais là, voilà, c'est très exigeant. Voilà, c'est peut-être le grand froid et à mes yeux, en tout cas, j'ai pas une expérience monstrueuse non plus, mais à mes yeux, le grand froid est plus exigeant que la grande chaleur. Voilà. Se protéger du grand froid, voilà, requiert une attention constante, 24 heures sur 24. Et du coup, tu vas dire que j'aime les anecdotes, hein, mais est-ce que tu peux raconter du coup l'anecdote de la tente cassée et des répercussions que tu as eues du coup à cause de ça? Alors, la tente, c'est le 13e jour. Donc, je monte ma tente. Et puis, c'est des tentes avec les arceaux qui sont en fibre de verre et qui rentrent l'un dans l'autre facilement, là. C'est très simple, ça se fait très bien, ça se monte en 10 minutes. Voilà, puis j'étais rodé, je damais la neige tous les soirs, je préparais mon terrain, mon réchaud, je montais ma tente, tout se passait très bien. Et ce soir-là, ça rentrait pas. Jusqu'à ce que je comprenne, il m'a fallu un peu de temps. Peut-être que le cerveau commençait à être gelé, je sais pas. Mais donc que je comprenne que ben voilà, ça rentrait plus, c'était cassé. Et donc là, j'ai essayé de bricoler. Bon, j'ai fait une réparation de fortune pour la nuit, mais voilà, je suis resté une vingtaine de minutes à essayer de bricoler. Mais 20 minutes le soir, il devait être 19h. Je m'arrêtais assez tôt, je m'arrêtais vers 18h, 18-19h. Il faisait nuit à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en 20 minutes, j'ai eu les doigts gelés. D'ailleurs, j'ai toujours les doigts, l'extrémité des doigts un peu violette. Ouais, c'est assez bizarre, mais et donc j'ai eu les doigts gelés. Et donc en revenant, je sentais plus mes doigts. Mais je m'en suis rendu compte que le lendemain. Bien évidemment, sur le coup, on se rend pas compte, hein, puisque c'est gelé, il y a pas de problème. Donc voilà, j'ai eu l'extrémité des doigts gelés. C'est pour dire que la tension doit être vraiment permanente. Voilà. À la différence d'autres déserts que j'ai pu connaître, où bien sûr il faut être attentif, mais c'est pas aussi constant. Là, c'est vraiment faut pas laisser le gant comme ça 20 minutes. Je le savais, mais comme je voulais réparer la tente. Quelque part, j'ai un peu oublié que le temps passait et que ça faisait déjà 20 minutes ou un peu plus et que j'étais en train de geler, quoi. Et aujourd'hui encore, donc ça fait 2 ans, j'ai toujours cette sensibilité et peut-être que ça reviendra pas, voilà. Ok. J'en profite juste. Bah vas-y Thierry, si t'as un truc. Non, je voulais juste te dire, parce que je reviens à ce que tu disais, c'était donc la Laponie, un rêve d'enfant. Je suis en train de me dire, tu voulais voir le Père Noël, c'est ça? Alors, en fait, j'ai fini par Rovaniemi. Rovaniemi, c'est une petite ville en Finlande qui est sur le cercle polaire. Et on dit, en tout cas en Europe, c'est la ville du Père Noël. Donc voilà, j'ai fini par la ville du Père Noël. J'ai vu les traîneaux de glace dans les rues, etc.
Donc ça doit être ça. Je pense que finalement, au fond de moi, j'allais chercher le Père Noël. Ouais. Ça doit être un truc comme ça. C'est ça. Ouais, Rovaniemi, c'est magnifique. Moi, je l'ai fait il y a 3, 4 ans maintenant, Rovaniemi. Et c'est vrai que c'était grandiose. Ouais. N'hésitez pas là, si vous avez des questions à poser à Noël, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Moi, je lui ferai passer le message directement. Du coup, tu nous as raconté un petit peu toutes tes aventures dans les déserts. Si tu en avais une pas à garder parce qu'elles sont toutes à garder, une qui qui a une certaine affection pour toi, ce serait laquelle? Même si moi je connais déjà ta réponse. Je sais pas si tu la connais parce que c'est dur. C'est dur comme question. Alors, j'adore la Mongolie parce qu'il y a un contact avec les nomades qui est hors norme simplement et une vie qui est super. Et en même temps, les déserts de sel boliviens, c'est la magie. Il y a une vraie magie parce que on est seul parce qu'il n'y a pas de vie. Il y a une couche de sel qui est tellement importante qu'il n'y a aucune vie animale et minérale, végétale. Et du coup, on est seul, il n'y a pas un bruit. Il y a une voûte céleste qui est juste magnifique, à 3700 mètres. Il n'y a pas de pollution lumineuse. Et c'est vrai que j'ai vécu, ça a duré 6 jours. J'avais 300 kilomètres à parcourir. Et donc, c'était magique. Donc, dire le plus, le plus beau, c'est la Bolivie. Voilà. Okay. Peut-être que le plus puissant, le plus complet, parce qu'il y a les rencontres, il y a les paysages et les rencontres, etc., c'est la Mongolie. Voilà. C'est un peu une réponse un peu de Normand. Et voilà, il y a la magie en Mongolie, et puis en Bolivie, et puis la beauté des rencontres et des paysages en Mongolie. Ouais, la Mongolie. Le désert, même si on parle de désert blanc, etc., le désert, pour moi, c'était les dunes, etc. Et donc, c'est ça aussi la Mongolie, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement moi ce que j'ai eu comme ressenti aussi avec la Mongolie. C'est ce qui m'a le plus marqué. Parce qu'à la base, je partais un petit peu aussi pour voir où j'en étais d'un point de vue sportif, tu vois. Et ce qui m'a marqué, en fait, c'est pas du tout le côté je me suis surpassé. C'est vraiment les rencontres qu'on a pu faire et notamment la soirée fantastique où, tu vois, c'est l'une des meilleures soirées que j'ai passées de toute ma vie où on était dans la yourte et où on a chanté la Marseillaise et où sorti l'accordéon. Ça a été incroyable cette soirée. C'était vraiment c'était formidable, quoi. Voilà, je vous souhaite à tous un jour de pouvoir vivre quelque chose d'aussi fort parce que c'était vraiment c'était puissant ce qu'il y avait dans la yourte. C'était pourtant écaillé, mais mais c'était vraiment puissant. Et c'était pas prévu et c'est ça qui est chouette. Alors il faut un peu de moi, j'organise des voyages d'aventure, donc il y a un peu de préparation quand même, mais c'est surtout sur le cadre, c'est sur l'accompagnement, c'est sur l'équipe. Tu l'as vu, une équipe légère avec le véhicule un peu soviétique là, le petit bus soviétique qu'utilisent les Mongols. Mais voilà, on est là, on vous observe, mais c'est vrai que c'est tout. Après, la rencontre, elle se fait ou elle se fait pas. Et ce soir-là, c'est vrai que c'était magique. Et moi, c'est aussi une de mes plus belles soirées. Hein. C'était ça s'arrêtait pas et je pense que si on l'avait demandé, on aurait pu passer la nuit avec les chants, etc. Et pourtant, c'était un moment difficile, hein, avec une poulka un chariot qui s'était cassé. On ne sait pas pourquoi, et c'est ça aussi dans ce genre de moment, on a trouvé à moins de 10 kilomètres le réparateur du coin, c'est-à-dire une yourte avec 2 ou 3 gars qui bricolent, qui ont un groupe et puis qui ont un poste à souder, le truc improbable. Mais voilà, c'est ça aussi. Il y a une part peut-être de chance, je sais pas, mais qui fait que à la fois on rencontre des gens extraordinaires, mais aussi on rencontre les gens dont on a besoin au moment où il faut, quoi. C'est ça, exactement. Là, entre les chants mongols qui sont puissants, qui sont prenants, et puis l'accordéon, c'est vrai que c'était chouette, oui. C'est ça. Et l'agneau. Et l'agneau, en Mongolie, alors moi j'ai arrêté complètement la viande, donc ça fait 1 an. Donc mon prochain voyage en Mongolie, je crains que ce soit un peu compliqué. Sans l'agneau, ça va pas être simple, oui. C'est ça. C'est ça, exactement. Ouais, c'est vrai qu'en Mongolie, on a quand même été vacciné avec l'agneau. Il le fait à toutes les sauces. Il y a une petite question là qui passe.
la chose la plus dure que tu as pu rencontrer lors d'une de tes aventures? La plus dure. À chaque aventure, il y a des moments difficiles. Sur le coup, on dit que c'est dur, on dit qu'on va abandonner. Enfin, abandonner, qu'on va être obligé d'abandonner. C'est pas un choix. Quand on abandonne, c'est parce qu'on peut pas faire autrement. Et donc la plus dure, c'est une bonne question. Le problème, c'est qu'après coup, on a oublié. Après coup, on a oublié les moments difficiles. Et c'est ça, on retient les moments extraordinaires. Et bien sûr qu'on vit des moments difficiles. Alors en Namibie, ouais, c'est celui qui me vient à l'esprit. Je ne sais pas si c'est le plus dur, mais j'ai eu un début de coup de chaleur, un moment d'inattention. C'était le 3e jour seulement, hein, c'était au départ. Et c'est vrai qu'il faisait 45. J'ai forcé ce jour-là. C'est un peu dans mon tempérament. Je suis un peu comme ça, donc j'ai forcé. Et j'ai décalé, je marchais bien. Je voulais faire tant de kilomètres le matin. Bon, ça peut paraître stupide, mais voilà, j'avais envie de marcher. Je sentais qu'il fallait que je m'arrête et que je mange, mais j'ai continué. Et au moment où je me suis arrêté pour prendre mon déjeuner, j'ai eu à peine le temps de me faire un petit coin tranquille. Je m'étais mis un abri pour me protéger du soleil, que j'ai senti toutes mes forces m'abandonner. Et j'ai eu un vrai coup de chaleur qui a duré, je me suis allongé, je suis resté 4 heures quasiment immobile. Je me passais de l'eau un peu sur le visage de temps en temps, qui était chaude, hein, mais c'est curieux, mais une eau chaude, quand il fait 45, très vite, elle rafraîchit. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Un petit peu de vent et l'eau chaude rafraîchit quand même. Il m'a fallu 4 heures pour me relever, repartir. Et le soir, je suis arrivé près d'un petit camp, un camp qui est utilisé par les chercheurs, enfin bref, peu importe. Et là, j'ai rencontré une personne. J'arrivais plus à parler, j'avais la gorge tellement sèche que j'avais du mal à sortir des mots. Et je me suis même écroulé par terre parce que je pouvais pas rester debout. Je pouvais même pas rester assis. Je me suis mis par terre. J'avais plus de force, plus rien. Voilà, c'est peut-être en tout cas physiquement, c'est le moment le plus dur que j'ai eu à traverser. Okay. Et puis le lendemain, ça allait super bien. Ok. Et il y a. Ça veut dire aussi qu'il faut quand même écouter son corps. Ouais. C'est une évidence, hein, mais il faut écouter son corps. Si ton corps te dit, voilà, arrête-toi et prends ton déjeuner, ça sert à rien de pousser, dire, je vais aller jusque là-bas, le point que je vois à l'horizon, je vais aller jusque là-bas. Non, tu t'arrêtes et puis voilà, quoi. Ok, super. Il y a une question là qui est intéressante parce que je me souviens qu'on avait eu cette discussion nous en Mongolie. Alors c'est comment tu vis justement la distance que tu peux avoir avec ta famille pendant ces aventures. Et on avait eu cette discussion parce que je te demandais vraiment comment tu arrivais à faire, tu vois, le lien entre, là, je suis dans mon aventure, voilà ce qui se passe autour, pas que j'y pense pas, mais là, j'ai envie de me concentrer vraiment sur moi, sur l'aventure. Et on avait eu une discussion là-dessus qui m'avait bien plu parce que justement, moi, je me posais un petit peu justement ce genre de questions. Bon, alors là, tu me poses une colle parce que je sais pas si je me rappelle pas ce que je t'avais dit, donc je vais te dire ce qui me vient à l'esprit maintenant, c'est que une aventure, il y a une part d'égoïsme. Donc, si je vis ces aventures, et peut-être vous, c'est pareil, c'est d'abord pour c'est cette relation avec cet ado qui rêvait de voyager, cet ado qui prenait des bouquins d'aventure à chaque fois qu'il en trouvait et qui partait, qui rêvait, etc. Donc, l'ado a grandi, mais c'est toujours en relation avec ça et c'est quelque chose de personnel finalement. Certes, j'ai une femme, j'ai des enfants, mais c'était moi, c'est mon aventure, c'est mon envie. Et donc, c'est une dimension très égoïste. Ça m'empêche pas d'aimer ma femme, mes enfants, mes proches, mais quand je suis dans l'aventure, oui, j'essaie de pas avoir trop de contact. D'abord parce que j'ai pas envie qu'il y ait des moments trop forts en émotion, d'un côté comme de l'autre. Et donc, j'envoie des petits messages et surtout, c'est ce qu'on a vécu en Mongolie. C'est une balise que j'allume 2 fois par jour. Je m'en marche le midi, le soir, surtout pour que voilà mes proches sachent que je bouge, quoi.
Je bouge, donc c'est que ça va. Donc je bouge, j'avance, et donc ça suffit quasiment pour maintenir cette relation et des petits messages de temps en temps. Alors ça, les messages, c'était surtout en Laponie parce que c'est l'Europe. C'est pas de la radinerie, mais bon, si tu envoies un message tous les jours en Mongolie, en France, ça va te coûter quand même une fortune. Donc il y a quand même cet aspect-là. Mais voilà, en tout cas, et j'évite le contact oral. Donc j'évite le téléphone parce que ça crée une rupture dans l'aventure, je trouve. Il y a une rupture qui se crée, il y a plus cette dynamique. Voilà, je le sens pas ça. Alors je sais pas si c'est ce que je t'avais dit, Andy, mais voilà, ça, ouais. je préfère être dans mon aventure. Mon entourage le sait. Ce qui est important pour mon entourage, c'est de savoir, en gros, si tout va bien, quoi. Voilà. Mais le détail après, je me vois pas tous les soirs prendre le téléphone et dire voilà, aujourd'hui ça s'est bien passé, je me suis levé à telle heure et ça, je serai plus dans mon aventure, quoi. Voilà. J'ai besoin d'être coupé un peu, quoi. Ouais, ok, ça marche. Thierry, je sais pas si tu as des petites questions qui te Non, viennent. mais oui, j'aurais une question. C'est vrai que qui a un peu répondu, mais c'est surtout la famille, elle le voit. Ah non, tu as répondu à plein de questions. J'avais demandé comment la famille le voit ça, mais voilà, comme tu disais tout à l'heure, c'est la préparation que l'on fait avant, c'est aussi préparer la famille à ce départ, à cette distance, enfin ce temps d'éloignement, etc. Moi, il m'est arrivé de partir une année complète, pratiquement par rapport à mon travail, sans contact. Donc voilà, ça peut être compliqué et le retour à la vie normale entre guillemets, c'est aussi compliqué pour celui qui est parti et autant pour celui qui est resté, hein, parce que Ouais. nous, on part, comme l'a bien précisé Noël, on part dans notre trip, dans notre aventure, etc. Mais la famille, donc la base arrière, reste avec tous les problèmes qu'a une famille, c'est-à-dire voilà, un pont qui saute, une facture qu'il faut gérer, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est bien d'avoir la famille derrière qui soutient et qui est conscient de ce qui va se passer. Donc voilà, Ouais. c'est. Effectivement, ça veut dire un échange, un bel échange avant, quoi. Un beau partage, parce que sinon, si je disais c'est égoïste, mais si je construis tout de manière égoïste et que je pars, je pense qu'il y a une probabilité assez forte pour que au retour il y ait personne. Donc non, ça se partage et même si ça se vit en famille, mais c'est mon propos, c'était de dire qu'effectivement, quand je suis là-bas, je suis seul, quoi. Voilà. Mais voilà, ma famille, c'est ma famille, et donc c'est fort. Donc le lien, il est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ouais. C'est vrai que c'est important de le partager avant, pour rassurer, parce que inévitablement, vos proches vont s'inquiéter, ils vont se poser des questions. Donc si on en parle avant, on rassure, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on a pris aussi la décision d'avoir une balise. Nous, on est en train de démarcher justement un partenaire là-dessus, une balise qui permettra de suivre notre progression, parce qu'il y a des moments où on va se retrouver dans des zones où on n'aura pas obligatoirement avoir de réception, et puis donc au moins ils pourront voir que voilà, on se déplace. Donc si on se déplace, si ça bouge, c'est que voilà, normalement tout va bien. C'est ça, c'est essentiel, oui. Ok. Et moi, j'avais une question, mais je l'ai oublié du coup. Ah oui, si, c'est bon, je l'ai. Est-ce que les différentes aventures que tu as pu faire, est-ce que ça t'a changé un petit peu la façon de voir les choses sur la vie en général Parce que moi, je sais, par exemple, juste en faisant 15 jours en Mongolie, j'ai une perception un petit peu de la vie qui est différente, qui est pas à l'extrême. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont marqué, qui m'ont perturbé, et du coup, je vois certaines choses différemment. Ouais. Alors, j'ai lu beaucoup de livres d'aventure, donc j'allais, par exemple, quand je suis allé, peu importe les déserts, mais j'avais l'impression de les avoir un peu vécus. Mais c'est vrai que quand on le vit quand même soi-même, on le vit au travers d'un livre, ça n'a jamais la puissance de ce qu'on vit quand on est sur le terrain. Et
et que ce soit, alors, j'ai fait aussi des passages dans le Grand Sud marocain, mais ou en Mongolie, en Bolivie, les contacts, notamment surtout quand c'est avec les enfants, sont d'une puissance et nous posent beaucoup de questions, nous font nous poser beaucoup de questions. Ça remet en question des façons d'être qui sont fortes, hein. Et pourtant on se dit mais je le savais. Mais c'est des choses qui arrivent tous les jours. Quand dans notre vie, on perd un proche, on se dit ah, j'aurais dû ceci, j'aurais dû cela, ou demain je ferai différemment. Des choses qu'on sait, mais il faut vivre les choses. Finalement, c'est plus puissant quand on les a vécues. Et vous pourrez les faire vivre au travers des partages que vous allez faire. Et c'est puissant de les vivre. Et du coup, ça change, oui, un peu. Petite chose qui me vient à l'esprit, c'est anecdotique, mais en Mongolie, je sais pas si tu te rappelles, Andy, c'était un matin. Alors peut-être que tu dormais encore. Je me rappelle de cette dame c'était l'un des derniers camps. Cette dame alors je rappelle que les camps, ils étaient trouvés, enfin ils n'étaient pas prévus auparavant. Hein, on arrivait à trouver des camps comme ça à l'improviste et à chaque fois on a été accueillis super. Et donc cette femme qui a un tout petit récipient au pied du poêle et qui avec ce petit récipient lave 6 ou 7 assiettes, autant de couverts et de verres. Donc il y avait une façon je pourrais dire, de s'essorer les mains pour pas gâcher d'eau, etc. Ça donne, ça fait aussi réfléchir. Et encore une fois, même si on le sait, c'est le voir, c'est quand même puissant, quoi. Et c'est vrai que cette femme m'a pas mal marqué sur ce point-là. Voilà, mais autrement sur moi, ouais, bien sûr, ça m'a appris beaucoup sur ma posture, ma façon d'être, sur la relation que je pouvais avoir avec moi-même bien sûr, mais avec les autres, sur peut-être être plus en vérité, en franchise. Voilà, alors je vais pas aller dans le détail, mais c'est vrai que ça amène ça amène de la clarté. Ouais, c'est ce que je trouve. Voilà, clarté pour soi, quoi, dans sa façon d'être. Je sais pas si j'ai répondu, je suis un peu parti. C'est très très bien. Si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas à les poser là en commentaire. Thierry, je sais pas si tu as des choses à ajouter un petit peu par rapport à tout ça, parce que au final, vous avez un petit peu le même âge avec Noël. Moi, je suis le petit minot le petit minot du live. Et vous avez vécu des aventures qui sont éloignées, mais aussi voilà, il y a certaines choses qui malgré tout, qui sont similaires dans ce que vous pouvez partager dans ce live, quoi. Oui, de toute façon, même si moi j'ai fait beaucoup plus de choses dans mon ancien travail, de la partie professionnelle où j'ai vécu pas mal enfin, j'ai vu beaucoup de pays, etc. Il y a des choses qui marquent, rien que dans l'effort physique qu'on te demande, que ce soit en tirant une chariote, en ayant un sac à dos à 30 kilos, de traverser un désert, de monter, de traverser des chaînes de montagne. Donc il y a un dépassement de soi qu'il faut aller chercher. Et je pense qu'au fur et à mesure de tes aventures, Noël, tout ça, ça t'a amené de l'expérience et de pouvoir aller chercher encore plus loin derrière. Moi, je pensais bien me connaître après ces pratiquement 30 ans d'aventure que j'ai pu avoir. Mais l'année dernière, en juin, quand j'ai fait la 1000 kills, je me suis aperçu que je me suis découvert encore sur beaucoup de choses. Faire 100 km par jour en courant, en tirant 35 kilos, je m'étais préparé pour, mais il a fallu aller chercher certains jours avec les petits problèmes que j'ai pu avoir très profondément et on s'aperçoit que on arrive grâce à l'expérience qu'on a pu avoir avant à aller au-delà de ce qu'on est pensé être capable de faire. Donc et je pense que avec Andy sur cette aventure en Islande, on va avoir des moments où on va falloir se dépasser, surpasser. Et c'est vrai qu'à deux, ça sera peut-être un petit peu plus facile. Oui, sûrement. C'est vrai que c'est un peu comme moi, j'ai fait l'ultra trail avant. Alors les grands champions, ils partent, ils courent très vite du début à la fin et apparemment tout va bien. Pas toujours, mais souvent.
Mais pour la plupart, il y a des moments sur une longue distance, il y a des moments de mou. Et au début, si on partait d'emblée sur une très longue course de plusieurs jours même, et sans avoir cette connaissance, on pourrait être amené à abandonner au bout de, je sais pas, 60, 80 km. Et avec l'expérience, on se rend compte qu'on sait que le corps, comme la nature, le corps a une capacité de résilience et des réserves qui font que, alors qu'on croit que c'est fini, par exemple que les jambes ne suivent plus, que voilà, on va plus pouvoir marcher, on s'arrête une demi-heure, une heure après, ou peu importe le délai, mais ça repart. Le corps repart et curieusement, il repart bien. Donc voilà, et c'est l'expérience qui fait ça et qui fait que on est capable de faire plus. C'est un peu la nature humaine. On fait plus. On a envie de faire plus. Ouais, c'est ça. Et moi, je me souviens tu dois t'en souvenir aussi, de la première après-midi qu'on a passé en Mongolie, vraiment l'aventure en elle-même. J'étais arrivé dans un état, alors que physiquement, je pensais être prêt parce que je m'étais bien préparé de par mon boulot, etc. Et la première journée, ça a été pour moi une horreur, quoi. Quand je suis arrivé, je me suis dit, je vais arrêter là, quoi. Je vais jamais réussir, alors que j'avais fait 15 km et qu'il m'en restait 350. Et je me souviens de ton discours que tu m'avais dit, repose-toi, voilà, reconcentre-toi, mange bien, tu verras, demain ça va aller. C'est toujours comme ça une aventure. La première journée est toujours un petit peu compliquée. Et effectivement, le lendemain, je me suis réveillé avec beaucoup d'espoir et au final, ça s'est super bien passé la suite pour moi. Et cette expérience t'aidera. C'est vrai que moi, je l'ai vécu comme ça. La plupart de mes aventures, le premier jour, la Bolivie, non. Mais les autres, la plus souvent, c'est le premier jour, tu commences à tirer ton chariot et tu dis, oh là, au bout même de 500 mètres, tu dis, mais c'est dingue, hein, je vais quand même pas, c'est impossible ce que j'avais prévu là. Tirer une telle charge sur autant de kilomètres, et puis finalement, tu trouves ton rythme. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà, tu rentres dans ton aventure et puis ça le fait, quoi. Mais c'est vrai que la Mongolie, mais je sais pas si je te l'avais dit, moi quand j'ai fait ma traversée de la Mongolie, c'est pareil. Le premier soir, je sais pas ce que j'avais fait, est-ce que je suis allé trop vite ou peu importe. J'étais un peu oxy le premier soir et c'est vrai que si on se connaît pas, on se dit bah mince, je pars pour je sais pas 3 semaines ou un mois et si dès le premier soir, dès la première demi-journée, je suis un peu HS, je vais jamais y arriver, quoi. Donc c'est l'expérience qui. Ouais, c'est exactement ça. C'est pour ça que je vais me servir de l'expérience de Thierry aussi et d'apprendre à ses côtés parce qu'au final je suis nouveau moi dans ce domaine, même si voilà j'ai quand même physiquement je pense être quand même pas mal préparé de par mon boulot, mais c'est vrai qu'on a des choses à apprendre un petit peu de tout le monde, quoi. Donc ça va être chouette là-dessus aussi. On se rend compte que dans ces aventures qui ont une dimension physique, certes, ce qui est le plus important, c'est quand même le mental. Comme beaucoup d'épreuves d'ailleurs sportives longues, c'est le mental. Et vous aurez à gérer en plus la relation à deux. Vous connaissez, ça marche super bien. Il n'est pas impossible que sur votre aventure, vous ayez des moments un peu difficiles. Donc vous aurez à gérer ça. Et quand je dis difficile, c'est entre vous. Ça se travaille, vous aurez à gérer ça et puis normalement ça devrait bien se passer, mais vous aurez cette dimension-là qui va être aussi riche de vivre des choses fortes à deux, des échanges, des confrontations peut-être, des choix difficiles parfois à faire et il faudra se mettre d'accord. Ça marche. Bon, en tout cas, s'il y a une confrontation physique, j'essaierai d'être très loin de Thierry. Alors, moi Thierry, excuse-moi, mais je te connais pas au-delà de l'image qu'on a pu voir, qu'on a échangé tout à l'heure. Donc, c'est vrai que le visage comme ça me dit, il m'a l'air bien costaud, Thierry. Donc, je sais pas, je ne vois pas debout, mais je comprends ce que veut dire Andy, ouais. Et puis le problème qui va se poser, c'est que on dort dans la même tente en plus, donc à un moment donné, on va être obligé d'être à côté. Donc, ah oui. Il va falloir qu'on à un moment, il faudra peut-être qu'on se tienne chaud, t'inquiète, on s'arrangera. Ah oui, vous savez, moi, quand j'ai fait ma traversée de la Mongolie avec mon fils,
On a eu, c'était au mois d'avril. Il y avait beaucoup de tempêtes. C'est un mois très venteux en Mongolie. Surtout, on faisait vers l'ouest, donc on avait le vent de face. Mais on a traversé une chaîne de montagnes et on a eu une tempête de neige. Et là, il faisait tellement froid que c'était mon fils, hein, c'est plus simple. Mais on a passé la nuit l'un contre l'autre, quoi. Voilà, on s'est mis même dans le même duvet parce que ça caillait. On s'était pas équipé pour vraiment le froid, quoi. Et donc voilà, donc, peut-être que vous aurez à vivre ça. Ouais. On verra. Et mais du coup, moi, je vais terminer par une petite question. Là, malgré voilà la situation sanitaire, etc., où c'est un petit peu difficile vraiment de se projeter à l'étranger dans des grandes aventures. Est-ce que toi, tu as des envies particulières sur tes prochaines aventures, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire là en prochaine expédition? Alors, moi, j'aimerais. Alors, il y a deux choses. Hein. Je souhaite développer la proposition de voyage d'aventure pour des gens qui aimeraient vivre l'aventure sans avoir tout le côté, tout l'imprévu, tout le côté imprévu qu'on a évoqué tout à l'heure. Donc, c'est ça ce que je propose. Donc là, je voudrais aller faire des repérages dans le Grand Sud marocain que j'aime beaucoup aussi, que je connais un peu, enfin pas mal même. Et donc, et j'aimerais faire des repérages pour pouvoir proposer quelque chose. Donc vivre une aventure qui serait en même temps un repérage. Et puis sur des aventures plus personnelles, j'ai à nouveau la Laponie qui m'attire beaucoup. Et puis il y a les déserts australiens qui sont une destination qui depuis très longtemps m'attire énormément. Voilà. Sans compter que voilà, j'aimerais retourner en Mongolie puisque c'est vraiment une destination que j'affectionne particulièrement. J'ai maintenant pas mal de contacts, des gens qui sont, tu l'as vu Andy, très chaleureux et voilà, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte d'y retourner aussi. Super, très très bien. Et puis des déserts, il y en a plein, des idées d'aventure. Je peux regarder j'ai pas le sac à côté, mais ça pourrait être un peu ça. Et puis je sors, voilà, des rêves d'aventure sur des déserts américains. Voilà, je parlais de l'Australie, mais voilà, il y a plein de destinations voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en dehors du Grand Sud marocain et de la Mongolie, j'ai rien de préparé pour 2021. Simplement, je commence à y réfléchir pour 2022, voilà. Que ce soit pour une offre de voyage ou pour des aventures plus personnelles. Ok. Mais en tout cas, la Laponie, c'est vrai qu'on en a parlé un petit peu avant le live. Du coup, on partageait un petit peu le fait, voilà, que c'était peut-être une des aventures voilà, parce que toi, t'aimes bien te retrouver tout seul aussi dans tes aventures. Et là, on parlait justement que la Laponie, c'est peut-être l'une des aventures où tu as besoin justement de peut-être d'être avec quelqu'un en soutien, en tout cas de plusieurs personnes. Je crois que ce serait bien. Tu vois, je reprends l'exemple de la tente. Peut-être qu'il y aurait eu une autre façon de le gérer, je sais pas. Mais ouais, c'est être deux, ça peut être utile, quoi. Voilà. Et puis peut-être que à deux, on pourrait plus facilement trouver le moyen de se réchauffer. Enfin, ouais. J'avoue que moi, j'étais pas mal dans le froid quand même. Hein. J'avais pas de poêle. Alors en Norvège, j'ai vu quelqu'un qui avait un super poêle. J'aurais dû prendre la marque. Et qui, vous savez, c'est les tentes qui déplacent sur les lacs là et qui permettent de pêcher. Ils font un trou. Et donc voilà, il m'a invité sous sa petite tente un soir. C'était super d'ailleurs. On s'est mis en t-shirt. Il faisait un froid glacial dehors. Et le poêle est tellement efficace que en 5 minutes, on était en t-shirt sous sa tente qui pourtant elle est ouverte en partie, etc. Mais c'est super efficace. Mais si on n'a pas ça, effectivement, la Laponie, c'est dès que tu t'arrêtes, il faut bouger, tu manges. Et puis, si t'as pas de quoi te réchauffer, tu rentres dans ton duvet. J'avais un duvet super efficace. Et voilà, à partir du moment où je sortais de mon duvet, il fallait que je bouge jusqu'au moment où je me remettais dans mon duvet le soir. Donc, c'est quand même très exigeant. Donc, si je devais refaire la Laponie, ce serait plutôt d'être peut-être à deux et puis de faire en sorte qu'on puisse passer plus de temps à peut-être faire peut-être de temps en temps un feu ou peut-être emmener quelque chose qui nous permette de nous réchauffer, ne serait-ce que quelques dizaines de minutes
pour pas glisser directement dans le duvet, quoi. Et du coup, la Laponie, c'est vrai que on n'en avait jamais parlé. Tu l'as faite à pied ou en ski de fond ou en ski? Non, c'était à pied, mais j'avais quand même des skis. J'avais des skis, alors je sais plus comment on appelle ça, mais qui permettent, enfin, des skis de rando, quoi. Ouais. Des skis de rando qui sont assez larges et qui permettent, voilà, de passer sur la neige. J'ai eu des passages comme difficiles où si t'avais pas de ski, c'était un peu compliqué où il aurait fallu des raquettes pour damer la neige. Je sais pas, tu vois, des raquettes. Et ça aussi, on peut pas le faire sur des dizaines de kilomètres. C'est épuisant, quoi. Ouais. Damer même 50 centimètres de neige pour passer après avec son traîneau. Sur 1 kilomètre, tu lâches une énergie qui est colossale. Donc tu bouffes des calories et quand on fait des aventures comme ça, les calories que tu bouffes, c'est des kilos qu'il faut emmener. Ouais. Tu vois, si tu bouffes 4000 calories dans une journée, bah, il faut les amener aussi dans ton sac. Voilà, il faut essayer de gérer ça. Voilà, c'est une des difficultés de certaines aventures, ouais. Ouais, ben justement, il y avait, on parlait de la conférence tout à l'heure de Mike Horn là, que j'avais regardé. Il expliquait que lui, quand il a justement traversé le Grand Nord, il utilisait à peu près 12 000 calories par jour. Ah, tu vois, je croyais que c'était 10 000, mais 12 000, ça veut dire que nous, on mange chaque jour à peu près, nous les hommes, 1800 à 2000 calories. 1800, quoi, voilà, 1800. Donc si tu fais beaucoup d'efforts, t'en consommes un peu plus. Lui, c'était 10 000. Alors d'abord parce que l'effort était colossal, mais qu'en plus, il y a le froid, quoi. Ouais. Donc, Ouais, c'est 10 ça. 12 On est 000, obligé d'être ça, en activité pour se réchauffer. tu bouffes constamment Ouais. aussi. Ok. Ben, c'est super. Je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Si vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser. Je vais laisser Thierry parler un petit peu et puis on clôturera si jamais il y a plus de questions. Ouais, Noël, donc tu nous disais que donc, tu proposerais aussi donc, des aventures à des personnes, hein, des aventures encadrées. Donc, si tu peux nous parler un peu de ta société, là, de ton entreprise. Oui, c'est vrai que je devrais le faire. Merci, merci Thierry. Oui, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle Drima, Drima, D-R-I-M-A, et avec une déclinaison Dream Aventure, dreamaventure.com. Alors je sais pas comment on dit, on en parlait tout à l'heure, on dit, moi je suis pas de ta génération et il va falloir que je travaille beaucoup le sujet, mais sur la com, j'ai encore beaucoup à faire. Donc j'ai un site qui a pas beaucoup bougé depuis qu'il a été créé. Je voulais faire un petit film de notre aventure, il va vraiment falloir que je le fasse pour que on voit ce que vous avez vécu. Mais voilà, je propose des aventures dans le désert. Les deux premières destinations, c'est la Mongolie et la Bolivie. Donc je vais ajouter là le Grand Sud marocain. Pas trop, parce que ça sert à rien d'en faire des dizaines. Mais voilà, l'idée, c'est pour celui qui rêve d'aventure et qui n'a pas forcément envie de partir avec des tas d'inconnus, ce que je disais tout à l'heure, hein, eh bien, moi, ce que je propose, c'est de l'emmener et de lui permettre de vivre cette aventure. Il la vivra pleinement, hein, parce qu'il y aura quand même des imprévus, mais quand même, il y a un cadre et il y a un accompagnement qui est, tu l'as vécu en Mongolie, c'est un véhicule qui permet d'aller à la rencontre, d'essayer de pas trop être invasif quand même, mais voilà, d'être présent, d'accompagner. Et puis là, en Mongolie, c'était aussi de trouver des yourtes en amont pour pouvoir dormir le soir, quoi, quand on le pouvait. On a quand même pu, il y a que 3 nuits, je crois 2-3 nuits où on a dormi sous tente, mais le reste on a dormi sous yourte. Et voilà, c'est ça Drima. C'est l'aventure. Donc il y a une part d'inconnu, mais c'est l'aventure avec voilà, en évitant toutes ces contraintes notamment administratives. Voilà. Et puis si on lâche, si vous aviez lâché en Mongolie, voilà, on prend un peu dans le véhicule parce qu'on n'est pas là pour. C'est pas l'aventure pour l'aventure, c'est pas le physique pour le physique. C'est l'aventure parce qu'on a envie de vivre quelque chose de fort. Et donc, si à un moment on peut pas et qu'il faut monter dans un véhicule, on le fait, c'est pas grave. C'est pas ça qui compte, ce sont pas les kilomètres. C'est vraiment ce qu'on vit,
ce qu'on rencontre, ce qu'on vit à l'intérieur et ce qu'on rencontre et surtout ce qu'on va en ramener. Ouais, bah, c'est ça. Moi, je vais parler un peu du coup, de l'autre côté. Moi, plus en tant que, du coup, client, même si c'est pas vraiment le mot parce que, voilà, client, ça fait fort commercial C'est vrai. et tu l'es pas. Mais c'est vraiment ça, en fait. Moi, en Mongolie, j'ai vraiment vécu, une aventure humaine déjà très très forte, voilà que j'aurais jamais pu vivre si j'étais parti avec une agence classique qui fait des voyages en camionnette et puis on s'arrête au dune de Gorinel, on s'arrête là-bas et vraiment touristique. Et là c'est tout le contraire en fait. On s'est vraiment intégré pleinement dans la vie des nomades plus particulièrement, mais aussi des Mongols en ville parce que du coup on a quand même découvert en repartant, tu vois, l'appartement où habitait NK ou RK, tu vois, Oui. il y a pas mal de choses et ce contact vraiment, moi là à l'heure actuelle maintenant je vais avoir du mal du coup à faire des voyages entièrement touristiques sans, tu vois, vraiment intégrer la population en elle-même et c'est vrai que ça c'est quand même formidable avec ce que tu proposes, c'est que ouais, il y a un côté sportif bien entendu parce que il faut quand même marcher, il faut quand même avoir une certaine aisance, mais tu proposes aussi voilà les gens. Je me souviens d'un moment il me semble que c'était Max, voilà qui avait des problèmes. Je crois que c'était à sa cheville. Bah voilà, on le laisse pas là à se dire bah vas-y, maintenant c'est le dur. T'es dans une aventure, tu vas galérer, mais tu vas t'en sortir. C'est bah non, voilà, t'as mal, tu peux plus, bah ok, voilà, on va continuer en camionnette, ça va te permettre de te régénérer un petit peu, et puis après, tu vas reprendre pleinement l'aventure en elle-même. Et ça, c'est vrai que c'était formidable. De toute façon, tous ceux qui suivent le live, là, ont suivi, je pense, une bonne partie mon aventure en Mongolie et mon retour aussi, et c'est vraiment ce que je leur dis, c'est que, voilà, je pense que j'aurais jamais pu vivre une telle aventure avec une autre société que Dreama. Alors là, tu vois, Ah, parce que bon, tu parles petit enregistrement et que je me penche sur mon site parce qu'un témoignage que tu viens de me faire, là, ça vaut. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Merci pour ce témoignage. je le referai avec plaisir. Du coup, il y a plus de questions. Je vais te laisser, toi, faire un petit message, Noël. Et puis après, nous, on clôturera de notre côté aussi le live. D'accord. Bah, mon message, il est très simple. C'est pas du tout, ça me concerne pas du tout. C'est vous. Voilà, je vous souhaite de vivre une magnifique aventure. J'en doute pas d'ailleurs. Euh, de faire de belles rencontres. Peut-être plus avec la nature et les animaux et l'environnement qu'avec les hommes. Ça risque d'être un peu désertique. Même si je pense que vous allez peut-être croiser des randonneurs, mais voilà, vous allez vivre un moment grandiose dans un environnement qui est aussi grandiose. Et puis voilà, et puis vous allez vivre ce que je disais tout à l'heure, quelque chose à deux qui est puissant aussi. Si vous vous connaissez aujourd'hui, peut-être que là-bas vous vous rendrez compte que vous connaissiez pas celui qui est à côté de vous. Je sais pas, on verra. Mais voilà, vous allez certainement vivre quelque chose d'extraordinaire. Et puis surtout, les messages que vous allez faire passer par rapport au changement climatique, par rapport à tout ce qui se passe, et notamment dans le Grand Nord, qui est beaucoup plus confronté à ça aujourd'hui. Nous, on l'est peut-être épisodiquement, et c'est pour ça que ça paraît un peu théorique, et peut-être aussi pour ça d'ailleurs que certaines personnes contestent la notion même de changement climatique, en tout cas qui serait due à l'activité humaine. Donc vous allez le vivre, vous allez le vivre de près, vous allez avoir peut-être des témoignages de personnes qui vont vous dire à quel point le changement est réel et puis surtout rapide, c'est ça qui marque. Et donc comme ça, vous pourrez témoigner et ça, c'est chouette. Donc je vous souhaite de vivre tout ça de manière forte, j'en doute pas d'ailleurs. Et puis surtout, vous fassiez plaisir. C'est un point essentiel. Eh bien, merci. Voilà. En tout cas, ouais, c'est vrai qu'on, ça nous aussi, ça nous réconforte aussi d'avoir aussi un peu, au-delà de tes anecdotes, de tous tes parcours et surtout ton expérience. Donc, nous, ça nous conforte aussi, voilà, qu'on n'est pas les seuls à faire des choses comme ça.
C'est vrai qu'avec Andy, on apprend à se connaître là à travers nos lives. On va se rencontrer très prochainement parce que comme nous, on a la famille dans le Nord, donc on va sûrement y monter, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. On va apprendre aussi à se découvrir lors de cette aventure. Donc, c'est une chose moi, qui me tarde de vivre et vivement le 28 mai. C'est ça, exactement. Et puis là, le fait d'avoir pris les billets d'avion aussi, ça m'a mis. Ah oui. Ça m'a fait la même chose quand on avait réservé tous ensemble les billets pour la Mongolie. Tant que les billets d'avion ne sont pas réservés, il y a encore une part d'incertitude que là, bah, tu peux plus revenir en arrière, c'est tout. Même si voilà, on peut toujours. Là, les billets d'avion sont pris, voilà, on va partir quoi. Et c'est vrai que, mais j'ai hâte d'être le 28 mai aussi pour pouvoir partir et vivre cette aventure. En tout cas, Noël, moi, je te remercie énormément pour d'avoir répondu déjà présent pour ce live. C'est chouette. J'ai pas mal de bons retours là en commentaire. Et voilà, si on a la chance d'avoir une communauté qui grossit un petit peu plus au fil du temps, on n'hésitera pas à refaire ce type de live avant de partir. Avec plaisir. Je pense que Thierry sera partant aussi. Là, si ça t'intéresse aussi, on a fin du mois, hein, c'est ça. Il y a, vas-y Thierry, je te laisse expliquer. C'est plus toi qui le connais du coup. Oui, donc j'ai demandé à un ancien collègue qui voilà, un aventurier aussi dans l'âme, qui a traversé l'Atlantique à la rame, 5400 km, sans assistance, voilà, en solo, sans escale. En 64 jours. Donc, c'était Christophe Papillon rame sur l'Atlantique. Donc, j'attends son retour pour qu'on puisse convenir aussi d'un live parce que là aussi, il y a une très grosse expérience du dépassement de soi dans la solitude. Là, parce que c'est pareil, hein, en pleine mer, c'est un désert d'eau. Hein, donc, c'est la même chose. Hein, donc, juste la petite balise hein, qui me permet de savoir qu'il était toujours en train de ramer. Et de temps en temps, un petit message. Donc voilà, on attend voilà aussi un retour de sa part pour pouvoir faire un live et qui nous apporte aussi toute son expérience comme tu as pu le faire là ce soir. Et nous, ça nous apportera encore un plus là-dessus. Si c'est le cas, c'est avec grand plaisir en tout cas et je suis content pour vous. Et puis content déjà pour vous d'imaginer ce que vous allez pouvoir vivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Toi, je le redis. Et du coup, j'ai mis dans un petit tiroir que tu allais refaire la Laponie, donc je le ressortirai peut-être un jour. Avec plaisir. Voilà. Ok. Bon, du coup, on va dire au revoir à tout le monde. Je vous remercie d'avoir encore été nombreux et nombreuses. Aujourd'hui, en moyenne, on était à 25 personnes. Donc voilà, ça fait à peu près 70 personnes en termes de panel, sachant que tout le monde regarde avec les partages et tout ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis on voit pas vraiment toutes les vues parce qu'il y a certains partages qui sont vus sur d'autres pages. Donc voilà, je pense qu'on était une petite centaine au final sur le live, donc c'est plutôt chouette. Et puis voilà, un grand merci à vous. Et puis nous, on se retrouve du coup, vous allez plus retrouver Thierry demain du coup pour le défi qu'il va me lancer et moi demain soir pour lui dire si je suis prêt ou pas à le relever. Et puis, comment? Mais bien sûr, tu seras prêt. Ouais, y a pas de souci. Et puis Noël, du coup, vous le reverrez certainement avant le grand départ en Islande, puisque voilà, on refera certainement un live avec lui avant de partir. Voilà. Ouais, merci. Avant de terminer, là, je voudrais quand même qu'on remercie donc pour les billets d'avion le Birsro. Hein, qui a participé grandement puisque il nous prend en charge le vol aller-retour. Donc merci à Olivier et Thierry du Birsro pour nous permettre de nous avoir soutenus, nous permettre de pouvoir partir là-haut. Voilà. C'est ça exactement. Les billets d'avion, on en a eu pour 535 €, c'est ça, Thierry? Ouais, 536, ouais. Ouais, 536 aller-retour. Donc voilà, c'est un très très beau geste de leur part et je les remercie aussi du coup. Voilà. Allez. Ciao tout le monde alors. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour le 8e live. Hein, et nous on se retrouve de suite. Hein, voilà.
Salut. Ciao. Allez.